Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous nous emmenons à Evenos, un village situé dans le Var à côté de Toulon, pour explorer un fort édifié entre 1893 et 1895, dans le cadre du système serré de rivières, le nom d'un général de génie. Ce programme devait réorganiser toute la défense de nos frontières après la défaite de 1870. Mais avant de partir en exploration, pour explorer cette relique du XIXe siècle, construite pendant la Troisième République, nous avons la chance et l'honneur de pouvoir interviewer le délégué local de l'association Vauban et historien, Monsieur Cros. Donc je suis Bernard Cross, je suis un ancien ingénieur militaire de la marine, antérieurement en charge des constructions immobilières portuaires et des ouvrages fortifiés de la marine. Et à titre personnel, je m'investis depuis de nombreuses années dans la connaissance historique, architecturale des ouvrages fortifiés et également dans leur promotion, voire leur protection. Donc en résumé, je dirais que je suis un passionné des vieux cailloux militaires. En 1893, le fort Pipodon entamait sa construction aux abords d'Evenos. Une question vous vient sûrement à l'esprit. Pourquoi installer un fort militaire servant à toute la défense du pays aux abords d'une petite commune comme Evenos? Pour cela, Bernard Cross, historien que nous avons rencontré, va répondre à nos questions. Alors Toulon est un port de guerre depuis le début du XVIe siècle. Et à la fin du XIXe siècle, son système défensif, qui repose sur des forts détachés notamment, ce système défensif se trouve dépassé par les progrès de l'artillerie. Un autre élément intervient qui est, d'une manière générale, la défaite de la France face à la Prusse en 1870, d'où la nécessité de relever toutes les défenses fortifiées de la France. Donc s'adapter à un nouvel art de la guerre et relever la défense du territoire national, c'est le contexte dans lequel s'inscrit la construction du fort Pipodon, le fort faisant lui-même partie de tout un ensemble fortifié
C'est un système fortifié qui part de Sifour jusqu'à la Colle Noire, en passant par le Gros Cerveau, par Pipaudon, par le Mont-Côme, par le Mont-Coudon. C'est un système donc, qui a un périmètre de 35 km dans lequel va s'inscrire le fort Pipaudon. L'objectif, il est de tenir un adversaire éventuel à distance de la place forte de Toulon. Il faut savoir qu'à l'époque, l'artillerie modernisée peut tirer jusqu'à 6000 mètres au moment de la conception du fort. Alors tout ce système défensif s'intègre donc dans le dispositif plus large de modernisation et de relèvement des défenses fortifiées de la France. Tout ceci a été réalisé notamment sous l'impulsion et la haute direction du général Serré de Rivière. Le général Serré de Rivière était à la fois membre du comité de défense, donc un organe politique de conduite des affaires militaires, et directeur du génie au ministère de la Guerre. Donc il était à la fois au sein de l'organe de décision politique et du système de mise en œuvre des ouvrages fortifiés. Alors ce n'est pas Serré de Rivière lui-même qui a conçu le fort, sa conception et sa construction ont été confiées à la chefferie du génie de Toulon, et en particulier son chef à l'époque, donc au début des années 1890, qui était le commandant Buisson, et la construction du fort proprement dite a été confiée successivement à deux capitaines du génie, le capitaine Pierrugue et le capitaine Perret. Ce fort, prenant sur les hauteurs des Venosses et surplombant les gorges de Lioul, a été construit, et même bien construit. Mais pendant combien de temps a-t-il été construit et combien a-t-il coûté surtout? Alors les travaux ont été construits sur une durée approximative de 2 ans et demi, entre le printemps ou l'été 1893 et le début de 1895. C'est une durée qui peut paraître relativement courte, mais lorsqu'on regarde bien le fort, il y a peu d'ouvrages maçonnés. Ce sont essentiellement l'enceinte dans une partie et la façade de la caserne. Tout le reste de l'ouvrage a été creusé dans le roc. Donc il y a peu de construction hors sol, si l'on peut dire. Et le coût des travaux était de 376 000 francs or, ce qui aujourd'hui ferait un coût estimé entre 1,5 million et 2 millions d'euros. Mais il est difficile sur cette durée de faire une actualisation vraiment pertinente. Alors ici, nous sommes dans la tisanerie. Cette pièce servait à préparer les tisanes et les infusions à base de plantes médicinales pour soigner les soldats. Elle pouvait aussi servir de casemate pour défendre ce fort comme la pièce opposée. Nous entrons ici dans la partie centrale du fort, où se trouvaient les magasins à poudre et à projectiles de l'artillerie.
caponnière est un élément de fortification qui permettait aux soldats de pouvoir tirer à hauteur d'homme tout en étant protégés dans le fossé. Ici, nous sommes dans le logement d'officiers où nous pouvons très facilement imaginer les officiers dormir avec une très belle vue sur la rade de Toulon. Nous nous retrouvons ici dans l'une des 4 casernes du fort pouvant contenir 16 hommes. Ce dernier a été racheté par la mairie à l'armée et depuis sert de dépôt aux services municipaux. Nous avançons ici dans le couloir des dortoirs où nous pouvons retrouver de multiples chambres comme celles des sous-officiers ou celles encore d'autres soldats. Nous sommes dans la casemate où les soldats du fort pouvaient défendre le fossé en cas d'attaque ennemie rapprochée. Alors ce fort a la particularité d'être essentiellement enterré ou semi-enterré. On va trouver 2 types de locaux. Les locaux pour l'hébergement des hommes. Ce sont essentiellement des casemates cavernes qui permettent, il y a 2 séries de 4, qui permettent de loger en temps normal un peu moins de 100 hommes. Et en cas de surcharge, on peut doubler facilement cette capacité. Donc ces locaux ont la particularité de disposer de façades qui sont à l'air et à la lumière, ceci pour des conditions d'hygiène et de conservation du moral de la troupe. Et il y a également en contrebas du fort un petit ouvrage avancé destiné à abriter une infirmerie. Donc cet ouvrage est complètement aérien pour des raisons que l'on comprend fort bien. Et puis dernière série de locaux, ce sont des locaux complètement enterrés sous plusieurs mètres de rochers pour résister aux effets de l'artillerie. Et ce sont les locaux pyrotechniques du fort, c'est-à-dire le magasin à poudre, les magasins à munitions, ateliers de chargement, enfin tous les locaux dans lesquels on conserve et on prépare les munitions d'artillerie. Et puis la troisième partie, qui est aménagée beaucoup plus sommairement, c'est sur les dessus de fort. Ce sont des plateformes d'artillerie, 2 séries de 4 plateformes principalement, qui sont entaillées dans le rocher, qui communiquent entre elles par des galeries pour abriter le personnel, et qui étaient les emplacements où l'artillerie devait être disposée. Ce fort avait un but défensif, comme nous l'a expliqué M. Cros. Il devait donc être armé. Mais quelles étaient les armes présentes dans ce fort? Et ce fort que nous connaissons aujourd'hui, était-il le même qu'à la fin de sa construction? Alors, le système serré de rivière autour de Toulon a été construit à partir de 1872. C'était le fort de Sifour et très peu de temps après le fort de la Croix-Faron. Et à cette époque-là, il n'était pas envisagé de fortifier le secteur où se trouve le fort de Pipaudon. Il a été envisagé à la fin des années 1880 de construire simplement un poste d'observation susceptible d'être complété par une batterie temporaire qui aurait été construite en cas de nécessité, de façon à protéger la route qui venait de Marseille en direction de Toulon, qui à l'époque, la route, c'est celle qui est devenue la Nationale 8, qui était la route qui passe par le Bossé. Donc un premier poste d'observation a été construit sur cet emplacement au début des années 1890, et puis un peu plus tard est apparue la nécessité de compléter le système fortifié
qui ici passe notamment par le massif du Gros Cerveau et par le mont Côme qui est un peu plus à l'est. Et pour compléter le dispositif, effectivement, il a été décidé vers 1892 de construire un fort de manière à avoir une occupation permanente de ce secteur. Alors le fort était armé d'une artillerie de défense terrestre qui reposait essentiellement sur des canons de 120 mm, donc 6 canons de 120 mm, et puis pour une défense sur des points moins dangereux, reposant sur 6 canons de 95 mm, armement qui a été complété par 2 mortiers. Et puis pour la défense rapprochée du fort, parce que cette artillerie était une artillerie à longue portée, pour la défense rapprochée du fort, il était prévu quelques canons à balles, ce sera aujourd'hui des mitrailleuses de gros calibre, qui étaient disposés dans le fort pour la défense des fossés. Une des étapes les plus importantes de la vie de ce fort a été la Seconde Guerre mondiale. Comme nous le savons, la France a connu l'occupation allemande. Pendant cette occupation, qu'est devenu le fort ? Alors pendant la Seconde Guerre mondiale, après que les troupes allemandes aient envahi la zone non occupée en novembre 1942, les Italiens dans un premier temps et au bout de quelques mois les Allemands s'installent dans Toulon. Ils occupent l'ensemble des ouvrages fortifiés pour y installer généralement des batteries antiaériennes. Et lors de la libération de Toulon en août 1944, c'est un détachement d'un régiment de Spahis qui s'est emparé du fort. Il y a eu quelques combats, mais qui n'ont pas eu d'effet sur les ouvrages eux-mêmes. Il y a eu quelques pertes, et donc le fort a été repris à la fin du mois d'août par les troupes françaises. Après la libération, le fort a fait partie d'un ensemble qui était prévu pour assurer la défense antiaérienne de Toulon. Le fort de Pippedon lui-même n'a pas reçu d'armement antiaérien. Il a essentiellement servi pour y stocker du matériel de mobilisation de la marine, et ça a été le cas jusqu'à sa cession à la ville d'Évenos au début des années 2000. Nous sommes en septembre 1943, quand les Allemands arrivent à Sainte-Anne et au fort de Pippedon, avec des postes au Broussan, à Robeuf et au col du Corps de Garde, pour remplacer les Italiens rappelés en Italie. Après le débarquement des Alliés le 15 août 1944, les événements s'accélèrent. Un bombardement aérien sur Pippedon le 17 cause la mort de 4 civils au lieu dit la Patte-d'Oie. Le 20 août à l'aube, alors que le Bossé n'est pas encore libéré, parti de Montreux, un bataillon de tirailleurs algériens arrive au Broussan. Pendant qu'une compagnie gagne le dit le Croupatier, une autre part vers le vieux village d'Évenos, pour joindre les unités bloquées à Sainte-Anne. Pour les soldats allemands de Pippedon, l'étau créé par les Alliés se resserre. Le 21 au matin, le 4e escadron de Spahis provenant du Bossé conquit Sainte-Anne. Aidés par les civils, les tanks destroyers du 7e chasseur d'Afrique gravissent la route du Simaï et débouchent au vieux village. Alors que les tanks sont stationnés devant le monument aux morts, des obus tirés du Gros Cerveau s'abattent sur eux. André Manin, chef du Dragon 2, est tué. Il avait quitté son char pour juger de la situation. Au même instant, bombardés d'obus et de rafales, d'autres chars filent sur la RD 62, en direction du Broussan. À Sainte-Anne, où ils sont embusqués, les blindés des Spahis anéantissent une colonne allemande, qui vient de sortir des gorges de Lioul. Devant l'auberge du roi Bacchus, des camions brûlent avec leurs occupants. Le même jour, un autre groupe blindé atteint le col du Corps de Garde et bascule sur Toulon, sous une pluie de projectiles. Le 22 août, enfin, assommés par les tirs des chars et des canons de 555, les Allemands de Pippedon se rendent. Et 18h30, Évenos est libre.
projets de la mairie pour ce fort ne sont pas encore définis parce que c'est un fort qui nécessite beaucoup de travaux de mise aux normes, d'accessibilité, de sécurisation et d'étanchéisation. Et après, les aménagements intérieurs, donc c'est des sommes colossales. Donc en fait, notre objectif, nous, était de le vider entièrement puisqu'aujourd'hui, il sert de stockage. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, nous sommes en train de construire le centre technique municipal de façon à rapatrier tous les éléments sur un seul site et non plus éparpillés sur la commune comme il l'était jusqu'à aujourd'hui. Et donc libérer de fait le fort de Pipodon qui servait énormément à cet effet. Et ensuite, une fois que ce sera fait, on passera à une phase plus de recherche de projets faisables et de budget à trouver, bien entendu, puisque c'est la partie la plus compliquée, c'est le budget, puisque ça représentera des sommes colossales. C'est un patrimoine. C'est un patrimoine de la commune, enfin, ça fait partie de l'histoire de la commune et c'est essentiel. C'est une très belle chose pour nous que les élus précédents aient eu l'intelligence de l'acheter. D'accord. Si vous auriez été à la place de l'ancien maire, auriez-vous fait les démarches pour obtenir ce fort? Oui, bien sûr. C'était une excellente idée. Après, comme vous le savez, ça a mis beaucoup de temps. Ce sont des démarches qui sont très longues. Ça a été initié à la fin du mandat de M. Di Cristofaro et ça s'est concrétisé à la fin du mandat de Mme Hugonnier. Donc pour dire que c'est extrêmement long de mettre en œuvre ce genre de démarche, mais c'était un choix très judicieux qu'ils ont fait tous les deux. Très bien, merci de nous avoir libéré quelques temps de votre travail pour pouvoir faire cette interview. Nous vous remercions aussi de nous avoir permis de faire ce reportage sur ce fort et nous vous souhaitons la meilleure des choses pour concrétiser ces projets autour du fort Pipodon. C'est très gentil tous ces remerciements, je vous remercie aussi infiniment et puis je suis très fière d'avoir deux jeunes Hébrosiens qui aient cet amour du village et cette passion de la technologie et qui font qui ont décidé de mettre en œuvre ce type de film et de reportage sur un bâtiment aussi exceptionnel que celui-ci, qui aujourd'hui n'est pas ouvert au public. Donc c'est une grande chance pour tout le monde de pouvoir le voir du ciel.